Georges-André Silbert est titulaire d'un doctorat en informatique de l'École normale supérieure à Lyon. Il est conférencier et chercheur à l'École des mines de Paris sur l'informatique haute performance de grande collection de données. Il a cofondé la société de technologie juridique Luxia, donc il est vraiment très très bien placé pour nous parler de l'intelligence artificielle et il va nous dire tout simplement comment ça marche dans le domaine du droit. On va continuer, c'est un processus, plusieurs de nos panélistes vont parler aussi de comment ça marche, mais là c'est la personne qui va vraiment nous emmener, nous expliquer au-delà des données peut-être, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle en droit. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci. Donc c'est un vaste programme, c'est une mission difficile. Parce que, vu le temps imparti, expliquer en fait à la fois ce qu'est l'intelligence artificielle, bon, vous avez déjà vu, je pense, eu un aperçu en fait avec tous les exposés qu'il y a eu auparavant. Mais appliqué au droit, ça pose en fait de nombreux problèmes qui sont spécifiques. Donc il y a deux problèmes à résoudre. Donc je vais vous parler en fait d'intelligence artificielle appliquée aux données juridiques. Pour ça, en fait, je vais m'appuyer sur 4 problématiques différentes dont la résolution peut faire intervenir de l'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas des choses qu'on peut résoudre forcément qu'avec de l'intelligence artificielle, mais on va trouver classiquement dans l'état de l'art aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans tous ces domaines. En fait, comme tout le monde, je vais reprendre la définition de Minsky, mais simplement en essayant de vous dire ce que ça veut dire appliqué au droit. Donc, bon, la mienne est en français. Donc, si on reprend par exemple l'apprentissage perceptuel dont parle en fait Marvin Minsky, en droit, ça va s'appliquer principalement à des choses. On va essayer de reconnaître des traits caractéristiques dans le document de justice. Vous allez essayer de reconnaître par exemple des noms, des montants, la solution de l'arrêt, typiquement dans de la jurisprudence. Donc ça, vous allez essayer de percevoir, de reconnaître des choses. Ensuite, l'organisation de la mémoire, typiquement, quand vous allez essayer de classifier des documents, de faire en sorte que ces documents soient plus importants, enfin un document soit plus important qu'un autre, quand vous faites quelque chose dans un moteur de recherche juridique, là on est dans de l'organisation en fait de documents. Et ensuite, le raisonnement critique, alors c'est le sujet le plus controversé quand on parle de droit et d'intelligence artificielle. Là, on entre dans le domaine du sens, donc essayer de comprendre ce qu'un être humain a voulu dire en écrivant quelque chose, et donc quelque part aller vers de la compréhension du droit. Bon, j'y reviendrai plus tard. Donc dans mon exposé, volontairement, j'ai restreint la notion d'intelligence artificielle à ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, en anglais machine learning. Alors pour moi, en tant que pur informaticien, le terme intelligence artificielle est très très mal défini. Bon, beaucoup de personnes en ont déjà parlé. Je pense qu'il y a des choses que des gens appellent l'intelligence artificielle que moi j'appellerai pas personnellement intelligence artificielle. Donc volontairement, je me restreins en fait sur la notion d'apprentissage automatique, qui est de toute façon la technologie qui est la plus utilisée aujourd'hui, et c'est quelque part celle à laquelle on pense quand on parle d'intelligence artificielle. Alors, c'est peut-être mon côté prof, mais je vais revenir sur des notions de vocabulaire qui me paraissent importantes pour bien comprendre comment se situe en fait l'apprentissage automatique dans le périmètre. Alors, en fait, on entend souvent parler d'algorithmes dans la presse ou n'importe où. On entend beaucoup parler d'algorithmes, qui a un mot quelque part qui a un petit peu perdu son sens originel quand on en parle, puisqu'en fait, au final, en informatique, un algorithme, en fait, par exemple, c'est pas une recette de cuisine. Il y a des choses, en fait, qu'on peut formaliser sur un algorithme en informatique qu'on ne peut pas faire sur une recette de cuisine. Okay ? Donc, un algorithme, en fait, c'est une formalisation d'une suite finie d'opérations, de calculs élémentaires. Suite finie, c'est important. C'est-à-dire que votre algorithme va simplement avoir une suite finie d'opérations. Vous n'avez pas une infinité d'opérations, c'est une suite finie. Ensuite, ça doit résoudre un certain type de problème et toujours se terminer. Ça, c'est un autre point important. Donc ça doit être en plus exécutable par un humain. Donc si vous prenez un papier, un crayon, vous êtes capable d'exécuter à la main l'algorithme. D'accord ? Vous n'avez pas besoin normalement d'un ordinateur pour le faire. Bon, parfois, il faut que vous ayez beaucoup de temps devant vous pour résoudre l'algorithme. D'accord ? Et ensuite, qui est en fait le point le plus important, c'est qu'en fait, on est capable sur cet algorithme de prouver des choses. Alors on peut prouver par exemple la correction de l'algorithme. Correction de l'algorithme, c'est qu'on peut prouver par exemple que l'algorithme se finit toujours. Et on peut aussi prouver que l'algorithme fournit toujours un résultat correct. Ça, c'est un point important qui caractérise un algorithme. Ensuite, on peut faire des preuves de complexité. Complexité, quand on parle d'algorithme, ça veut dire qu'on est capable de dire, en grosso modo, en combien de temps l'algorithme va s'exécuter. D'accord ? Donc,
Si on est capable de dire en combien de temps l'algorithme va s'exécuter, on est aussi capable de le prouver. Et on peut aussi prouver sur une classe donnée d'algorithmes, on peut prouver que l'algorithme qu'on a trouvé est optimal par rapport à tous les autres algorithmes qui existent pour résoudre ce problème. Alors c'est un résultat qui est très fort. L'optimalité veut dire qu'il n'y a pas de meilleur algorithme et qu'il n'en existera jamais de meilleur pour calculer quelque chose, si on prend comme critère le temps. Alors ensuite, pour compliquer les choses, c'est qu'il existe des problèmes qui ne sont pas calculables. Alors pas calculable, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le temps de les calculer, c'est-à-dire que c'est trop gros. C'est un résultat qui est encore plus fort, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas trouver d'algorithme général qui va toujours résoudre le problème. C'est une grosse différence avec un algorithme qui résout un problème et qui prend beaucoup de temps à le résoudre. Prenez par exemple le jeu de Go. Le jeu de Go, ce n'est pas un problème qui est non calculable. C'est un problème simplement qu'un algorithme classique sait résoudre, mais avec une complexité algorithmique, c'est-à-dire un temps passé qui est très 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 grand, ce qui le rend en fait impraticable en pratique. Donc du coup, non calculable, ça veut vraiment dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas du tout calculer et qu'on ne pourra jamais calculer. C'est un résultat qui est très fort. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle aussi l'apprentissage, ne résout pas ce problème. C'est pas parce qu'on utilise des techniques de machine learning que vous saurez tout d'un coup calculer des choses qui n'étaient non calculables. D'accord ? C'est un point qui est important. De la même manière, vous allez peut-être pouvoir calculer plus vite, mais vous aurez peut-être du mal à caractériser en fait la méthode qui résout le problème. J'y reviendrai plus loin. Donc voilà pour algorithme. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par programme ? Programme, en fait, c'est un informaticien qui a un algorithme sous les yeux, qui doit résoudre un problème. Il va utiliser en fait un ou plusieurs algorithmes et écrire du code informatique qui va s'exécuter sur un ordinateur. Alors, il y a une différence fondamentale entre un algorithme et un programme, c'est que l'algorithme, on peut faire des preuves mathématiques dessus. Les programmes, on peut aussi faire des preuves mathématiques, mais c'est beaucoup plus difficile. Une fois qu'on arrive sur un programme, on est en fait quelque part contraint par les capacités d'un ordinateur et par la manière dont calcule un ordinateur. Un truc très simple, c'est qu'en fait, si je vous dis, on prend un algorithme qui, par exemple, part de la valeur 0 et ajoute 1/10 1000 fois à cette valeur. Bon. Après avoir ajouté 1000 fois 1/10 à la valeur qui valait 0, vous allez obtenir à la fin le résultat 100. Donc l'algorithme, il est très simple. Vous êtes capable de le prouver, vous êtes capable de dire en combien de temps il s'exécute, c'est très simple. Donc vous avez un algorithme qui est béton, nickel. Vous passez à un programme, vous écrivez le même programme en code informatique. Vous déclarez des choses, je sais pas, pour ceux qui ont déjà programmé, c'est assez simple à écrire. Vous ajoutez 1/10 1000 fois à une valeur. À la fin, si vous le faites naïvement, votre programme, la valeur finale, ça ne sera pas 100, ça sera 99 point quelque chose. Alors ça vous étonne peut-être, et vous trouvez peut-être cet exemple très trivial et qui n'a pas trop de rapport, mais en fait, il faut savoir que ce bug-là a vraiment eu des implications pratiques déjà, et on a encore aujourd'hui sur tout un tas de programmes. En fait, il faut savoir que si on prend la représentation des réels, qui est une approximation en fait sur les ordinateurs ne savent pas représenter de manière exacte, au niveau du microprocesseur, la valeur 1/10, et plein d'autres valeurs, mais j'ai pris celle-là comme exemple. Ce qui fait qu'en fait, en tant qu'informaticien, quand vous écrivez un programme, il faut que vous fassiez attention à cet aspect-là, qui est souvent méconnu même par des informaticiens. Et il y a eu, par exemple, des problèmes informatiques très graves. Typiquement, pendant la première guerre du Golfe, un missile Patriot en fait, qui est tombé sur un camp militaire en tuant des gens, parce qu'en fait, il y a eu cette erreur-là qui s'est propagée pendant des heures, et qui a fait qu'à un moment donné, le système de navigation du missile est parti complètement dans les choux, même si, par ailleurs, l'algorithme avait peut-être été prouvé correct, du niveau de la physique, avec des mathématiciens qui ont prouvé que c'était correct, mais en fait, au final, le programme était faux. Donc voilà, c'est très différent. Entre un algorithme et un programme, il faut vraiment comprendre la différence. Et ce que vous utilisez au jour le jour, ce n'est pas vraiment des algorithmes, c'est plutôt des programmes. Donc ensuite, quand on parle d'apprentissage automatique, pour moi, on va encore un niveau au-dessus du programme. C'est-à-dire qu'en fait, on vous en a déjà parlé tout à l'heure, mais typiquement, vous partez de données sources, vous parlez d'un problème, vous partez de données sources et de données qui donnent un résultat de ce problème, typiquement des documents juridiques où vous avez annoté des choses, et donc on entraîne un modèle avec un programme à reconnaître tous ces documents. C'est la phase d'entraînement. Vous entraînez le modèle et vous vous arrêtez quand, en fait, votre modèle reconnaît tous les documents que vous avez dans votre jeu en fait, d'entraînement. Ensuite, l'idée de cette technique, c'est que vous allez prendre ce modèle entraîné. On parle presque plus... c'est un programme, ce modèle entraîné, mais vous voyez, c'est un programme de 2e niveau.
Et normalement, avec un modèle entraîné, ce qu'on espère, c'est que ce modèle entraîné sur des données qui ne font pas partie des données qui ont servi à l'entraînement, vous allez être capable en fait de dire des choses. De dire des choses, donc de trouver le résultat avec un certain degré de confiance. Alors, dans le domaine du droit, en fait, on va surtout utiliser des techniques qui sont des techniques de traitement automatique du langage naturel. Donc, c'est un des problèmes les plus difficiles, en gros, quand on s'intéresse à l'apprentissage, notamment de la reconnaissance d'entités nommées. Quand on parle d'anonymisation de documents de justice, on parle de reconnaissance d'entités nommées, on reconnaît des noms. Et encore un niveau au-dessus, c'est comprendre le langage naturel, ce qui est un problème, croyez-moi, qui est extrêmement difficile. Alors, première problématique, rendre les données juridiques diffusables et exploitables. Alors, c'est quelque chose qu'on néglige souvent, mais c'est une problématique qui est absolument fondamentale quand on parle d'information juridique et de droit. Alors, rendre diffusable, ça veut dire simplement les diffuser sur un site internet. Vous utilisez tous des sites web pour consulter en fait, des documents de justice. Donc, en fait, rien que ça, c'est déjà un problème. Ensuite, exploitable, c'est-à-dire que ces données soient suffisamment structurées, avec suffisamment d'éléments reconnus pour qu'elles puissent être en fait, bien indexées par un moteur de recherche ou des choses comme ça. Alors, typiquement, le problème, c'est que les données proviennent de multiples sources, de multiples fournisseurs, et que tous ces formats ne sont pas directement exploitables et diffusables. Il y a un gros travail à faire dessus pour transformer en fait, ces données. L'objectif, c'est d'avoir un texte qui soit le plus structuré possible. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas bien défini, mais en gros, on essaie de faire le mieux possible. Voilà, par exemple, des exemples de documents que j'ai personnellement eu à traiter. Donc, ça va du PDF image, c'est-à-dire des arrêts scannés de tribunaux de commerce, par exemple, ou alors des contrats. Donc, moi, ce genre de document, c'est 2 sur 20 en termes de qualité originelle. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour avoir des documents exploitables. Ensuite, on monte des PDF textes qui viennent de la base, par exemple, de la Cour de cassation, Jurica et Jurinet. Je leur mets 8 sur 20, donc c'est des PDF où à l'intérieur, c'est du texte, mais c'est quand même encore difficile à traiter. Et tout en haut, il y a en fait le texte structuré type Légifrance. En fait, en France, on a la chance d'avoir un service public de diffusion du droit par Internet qui fait un excellent travail depuis de nombreuses années. Et je pense qu'en Europe, voire dans le monde, il y a assez peu d'équivalents en termes de qualité de données qui sont diffusées, en termes de structuration et en termes d'exploitabilité, si vous me permettez ce néologisme. Alors, où intervient le machine learning, ou peut intervenir le machine learning dans ce genre de choses? Typiquement, quand vous avez des scans, vous allez faire ce qu'on appelle de la reconnaissance optique de caractère, enfin OCR. Et donc, typiquement, vous allez obtenir après le scan une image. Et le système, s'il applique bêtement des choses, il va pouvoir se retrouver avec des textes comme épin de maths. Et en fait, ça ne veut rien dire, mais simplement, grâce à des techniques de machine learning, on va être capable de faire des corrections sur ces éléments-là et d'obtenir la bonne phrase, c'est-à-dire épi de maïs. Là, le machine learning aide, parce que si vous avez pu analyser une grande quantité de texte dans la langue cible, en fait, il va savoir qu'il y a une plus forte probabilité que ça soit épi de maïs que épin de maths, ce qui ne veut rien dire. Ensuite, on va avoir des phases de nettoyage, on va enlever des numéros de page, on va reconstruire des paragraphes, c'est quelque chose de compliqué, ça n'a l'air de rien, mais vous prenez par exemple un arrêt où vous avez un paragraphe qui se termine sur une page et qui continue sur l'autre page. Quand vous extrayez le texte, vous avez souvent un blanc, voire un numéro de page entre les deux. Rien que le fait de reconstruire correctement le paragraphe, c'est déjà un problème compliqué. Comment vous arrivez à déterminer que le paragraphe précédent n'est pas fini et qu'il faut rejoindre... c'est un problème compliqué, croyez-moi. Ensuite, il faut détecter à minima des éléments identifiants dans les documents, c'est-à-dire des dates, ce qui vous permet, en fait, typiquement, si vous voulez l'indexer dans un moteur de recherche, enfin une recherche par date, il vous faut absolument une date. Donc parfois, la date, vous êtes obligé d'aller la retrouver dans les documents. Donc tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément très spectaculaires, mais en fait, c'est des choses qui sont indispensables si vous voulez faire quoi que ce soit avec les données juridiques. Et la plupart, je dirais même tous les éditeurs juridiques sérieux qui traitent des données, entre guillemets, brutes, font ce genre de travail. Alors, deuxième problème, anonymiser la jurisprudence. Bon, vous savez qu'en France, il y a une politique de l'open data qui est, en fait... on ne peut pas diffuser les arrêts tant que les arrêts n'auront pas été complètement anonymisés. Alors, je ne rentre pas dans le débat anonymisation, pseudonymisation, etc. Donc, je vais définir le problème assez simplement, c'est de dire que il faut en fait... L'objectif, c'est de trouver toutes les données identifiantes. Et ce qu'il faut faire, c'est il faut préserver l'intelligibilité de l'arrêt, c'est-à-dire que si...
On ne veut pas simplement mettre du noir sur ce qui ne nous plaît pas, parce que si vous mettez du noir sur ce qui ne nous plaît pas, l'arrêt va être incompréhensible. Vous ne comprendrez pas ce que font les différentes parties, qui a fait quoi, enfin bref. Donc il faut préserver l'intelligibilité de l'arrêt, ça c'est important. Il faut ensuite retrouver les noms de personnes, de lieux, ça c'est écrit en fait dans les documents qui circulent, les dates de naissance, d'autres dates, tout ça c'est des éléments identifiants. Il faut faire ça pour les parties, et parfois il faut faire ça aussi pour les membres de la Cour. C'est-à-dire ça dépend en fait. Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus. Alors, il faut savoir que reconnaître des noms et reconnaître, savoir différencier un nom de parti d'un nom de personne de la Cour, c'est pas évident. Parce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, dans l'arrêt, quel rôle joue chaque personne. Donc, ça rajoute encore une complexité au problème. Et ce qui rend le problème vraiment difficile, c'est qu'il faut en plus enlever tout autre élément qui permettrait l'identification. Donc ça veut dire qu'on commence déjà à mettre un pied vers, il faudrait en fait, en gros, comprendre ce que veut dire l'arrêt. Il faut comprendre le sens. D'accord ? Donc là, on a des choses c'est déjà un problème qui est très difficile. Alors, il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui utilisent du machine learning pour résoudre ce genre de problème, mais pas que. On part quasiment toujours d'un système de règles, donc qui permet de définir de manière formelle. Là, pour le coup, c'est un vrai algorithme qui permet de dire s'il y a un monsieur devant quelque chose, il y a de fortes probabilités que ce qui vient après soit un nom. Mais on rajoute dessus souvent une couche de machine learning qui va en fait, à partir d'une base de documents qui ont déjà été anonymisés, où on sait en plus à quoi ressemble le document original, c'est important, le machine learning peut aider en fait à résoudre le problème. Sauf qu'aujourd'hui, il reste nécessaire d'avoir une supervision humaine, parce qu'en fait, ces systèmes-là n'arrivent pas à faire du 100%. Alors, c'est un gros problème, parce qu'en fait, si on n'arrive pas à faire 100%, par exemple, on arrive à 99%. 99%, vous allez me dire, c'est déjà bien. Okay, on est content d'avoir 99%. Sauf que vous allez avoir 99%, par exemple, prenons 1 million d'arrêts publiés par an, par une juridiction. Ça vous fait quand même 10 000 arrêts qui ont été mal anonymisés. Donc potentiellement, si vous diffusez en fait ces arrêts, vous allez avoir 10 000 noms et 10 000 documents avec des personnes identifiables qui se promènent dans la nature. Ce qui complexifie encore le problème, c'est que même si vous acceptez ça, vous dites les 10 000 qui me restent, je vais les faire corriger par quelqu'un et tout ira bien. J'emploie des gens pour corriger ces 10 000 qui ont été mal anonymisés. Sauf que le problème, c'est que vous ne savez pas, parmi les 1 million, quels sont ces 10 000 qui ont été mal anonymisés. Ce qu'on vous dit juste, c'est que la méthode, elle est fiable à 99%. Donc, typiquement, ça veut dire qu'il faudrait relire les 1 million d'arrêts pour vérifier le résultat, en fait, de l'anonymisation. Donc, vous voyez que le problème reste très compliqué. Alors, c'est un problème, d'ailleurs, que je comprends assez mal, parce que, j'ouvre une parenthèse ici, je pense que dans ce domaine-là, il serait beaucoup, beaucoup plus efficace de mettre en place un système qui anonymiserait à la source, c'est-à-dire qui permettrait en fait aux personnes qui rédigent les arrêts, juste après le jugement, d'avoir même on peut imaginer même un logiciel qui soit assisté par du machine learning, des règles, peu importe, qui aide en fait les personnes qui rédigent les arrêts à identifier directement les éléments identifiants qui sont dans l'arrêt. Alors ça ferait faire des économies à tout le monde, ça éviterait en fait d'avoir à dépenser beaucoup d'argent pour faire quelque chose après coup, on arrive en bout de chaîne, et ça permettrait de résoudre le problème de manière bien plus fiable. Alors, troisième problème qui est quelque chose que vous utilisez forcément tous les jours, c'est de rechercher des documents juridiques. Donc là, le machine learning intervient dans de la classification, donc en fait affecter un document, par exemple des mots-clés, ou définir de quel domaine du droit, dans quel domaine du droit est ce document. On cherche aussi des similarités entre documents. Alors là, typiquement, les méthodes, ça va être d'essayer de retrouver en fait différents. On utilise souvent des moyens lexicaux, c'est-à-dire en fait, on va essayer de voir quels sont les mots qui apparaissent ensemble dans les documents. On va aussi pouvoir pondérer les documents par importance. Alors là, typiquement, c'est ce que fait Google. C'est typiquement quand vous avez... L'idée, c'est de vous présenter, quand vous cherchez quelque chose, les documents les plus importants, entre guillemets, pour un sujet donné. Mais pour faire ça, en fait, vous allez exploiter quelque part la popularité des documents. Donc, vous allez devoir essayer de déterminer quel document parle d'un autre document. Est-ce que le document qui parle d'un autre document est un document important? Donc, ça va encore augmenter le score, etc. Donc, tout ça, il y a des techniques de machine learning qui interviennent. Un autre sujet qui est important et qui relie en fait la pondération, c'est retrouver les références juridiques automatiquement dans les documents. Ça, c'est aussi important quand on veut analyser des contrats, par exemple. Essayer de voir de quel
texte de loi parle ce document. Et comme ça, du coup, vous pouvez faire des liens entre documents, obtenir un graphe de connaissances qui va en fait relier les documents entre eux, et ça améliore aussi la recherche. Quatrième problème, qui est le problème le plus controversé, on va dire, c'est-à-dire prédire les décisions de justice. On parle aussi de justice prédictive. Grosso modo, ça veut dire aller vers une compréhension accrue de ce qu'il y a dans le droit, pour essayer et dans les arrêts notamment, de jurisprudence, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, je simplifie la méthode au maximum. En fait, il y a deux phases dans ce genre de système. C'est typiquement, on cherche à affecter au document des traits caractéristiques. On parle de features, c'est-à-dire en gros, on cherche des montants, la solution de l'arrêt, des dates, la problématique juridique. Et c'est là, quand on commence à aller vers de la problématique juridique et des argumentations, par exemple, qu'on peut trouver dans les arrêts, c'est là où on va doucement vers un glissement vers la compréhension du sens. Donc vers la compréhension du langage naturel. Donc ça, c'est la première phase. Donc là, on peut mettre en place des systèmes de machine learning pour faire ça. Ensuite, une fois qu'on a un ensemble de documents qui sont améliorés, en gros, avec ce genre de système, on va pouvoir produire des statistiques en croisant ces différents traits. Vous allez avoir un moteur de recherche, vous allez pouvoir choisir votre problématique juridique, la date, la cour, etc. Et ça va vous donner des statistiques sur en fait cette problématique juridique. Donc ça, c'est pas vraiment un problème de machine learning, c'est plutôt un problème de moteur de recherche. La plupart des moteurs de recherche aujourd'hui savent faire ça très bien. Alors les controverses autour de ce sujet, j'en énonce quelques-unes. Alors déjà, c'est la qualité des résultats dépend beaucoup de la première phase, c'est-à-dire du repérage de caractéristiques dans les arrêts. Vous avez pu voir avec l'anonymisation que c'est pas forcément un sujet facile. Et pour moi, repérer en plus des problématiques juridiques dans des arrêts, c'est encore plus compliqué qu'anonymiser des arrêts. Donc déjà, on a un problème dans cette phase-là. On a aussi les méthodes de machine learning sont parfois fragiles sur certains aspects. J'ai après une illustration que je vous montrerai. Il y a la problématique du biais d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'entraînez jamais votre modèle sur tous les arrêts, vous prenez toujours un ensemble réduit. Donc vous avez déjà un biais d'échantillonnage qui se situe à ce niveau-là. Ensuite, vous avez un biais d'échantillonnage sur ce que vous allez présenter, puisqu'en fait, comment être sûr que vous avez tous les arrêts qui existent? Donc déjà, il y a quelque chose de problématique dans ce sujet-là, si on a bien sûr comme ambition de capturer le droit, entre guillemets. Si on veut capturer le droit dans son entièreté, ça veut aussi dire qu'il y a un trou dans la raquette, puisque vous ne savez pas, ce qui est pour moi aussi du droit, même si je ne suis pas juriste, mais vous n'avez aucune connaissance, par exemple, des affaires qui ne sont jamais allées devant un tribunal. Parce que vous n'avez pas de décision de justice concernant ces affaires. Donc ça peut aussi poser des problèmes. Ensuite, autre chose qu'on peut évoquer, c'est que le droit est une matière qui évolue constamment. C'est-à-dire que vous avez en fait des changements réguliers dans la législation, la réglementation, etc. Donc votre modèle, intrinsèquement, il va devoir aussi évoluer, ce qui rajoute encore des problèmes à ce sujet-là. Alors il y a un effet performatif aussi qui est que si vous avez une information en amont avant d'aller dans les tribunaux, ces affaires vont quelque part plus aller dans les tribunaux. Et en fait, ça pose d'ailleurs un autre problème qui est un petit peu un problème, je ne sais pas si c'est un problème philosophique, mais en fait, je connais assez peu d'autres exemples où en fait on a un système qui influe sur le système lui-même. Donc en fait, si vous avez un système de décision juridique que vous utilisez en fait pour savoir si vous allez devant les tribunaux ou pas, ça va forcément altérer le système juridique puisque ça va modifier en fait son état. Donc il y a un effet performatif là qui a l'air, qui est vraiment évident. Bon. Et bien sûr, il y a je pense que c'est assez évident, c'est que corrélation ne veut pas dire causalité. Donc un système de machine learning, c'est une grosse machine à faire des corrélations. Des corrélations, on peut en trouver des absurdes un peu partout. Et paradoxalement, souvent, plus vous avez de données, plus vous avez trouvé des corrélations. Des corrélations qui quelque part, ne veulent rien dire. Alors, il y a un site assez intéressant qui s'appelle Spurious Correlations, qu'on trouve sur Internet. Vous allez, par exemple, pouvoir trouver une corrélation entre la consommation de margarine par habitant dans le Maine et le nombre de divorces. Donc, on peut trouver ce genre de corrélation sans problème. Donc, on peut faire des corrélations, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une relation de causalité. Alors, Georges-André, on est à une petite demi-heure là, dans 5 minutes, si vous plaît. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, juste pour illustrer en fait la fragilité de certains modèles, c'est qu'en fait, ici, vous partez d'un système de ML qui a été entraîné pour reconnaître des chats. Donc, ce système, on va simplement appliquer un filtre en fait à l'image pour perturber en fait la reconnaissance. Vous, en tant qu'humain, dans les 3 cas, vous reconnaissez un chat tigré. Tabby en anglais, c'est un chat tigré.
Donc si on rajoute un petit filtre en fait, pour perturber le système de reconnaissance, on se rend compte qu'en fait, dans la deuxième image, il reconnaît une cuillère. Si on ajoute en fait une image encore plus perturbée, le système va reconnaître un ananas. Alors pour finir, je veux simplement dire que l'apprentissage automatique est un outil puissant, mais dans certaines situations. Alors c'est ni un outil miraculeux, ni un outil universel. Il faut faire attention quant à son emploi. Donc la maxime bien connue, si le seul outil que vous avez est un marteau, vous verrez tous les problèmes comme un clou. Donc il y a cette tendance à tout voir comme un problème d'intelligence artificielle, mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Alors en tant qu'outil de décision juridique, il faut être très prudent quant à son utilisation. Et surtout, aujourd'hui, on a un manque flagrant d'évaluation qualitative sur la pertinence en fait, de ce genre de modèle. On manque notamment de référentiels de comparaison. Il faudrait mener une étude à grande échelle. Et dans le domaine du droit, ça impliquerait vraiment de passer beaucoup de temps sur le sujet. Voilà, je pense que j'ai largement dépassé. Mais c'était très utile pour poser le sujet. Merci infiniment, Georges André.